Bonjour à tous et à toutes. Si vous regardez cette capsule, c'est que vous avez regardé les précédentes qui portaient sur les processus qui se déroulent dans le rein, principalement dans le néphron, qui est l'unité fondamentale du rein, on se rappelle. Donc vous avez regardé la capsule qui portait sur la filtration, sur la réabsorption, et sur la sécrétion. Lorsque le filtrat sanguin a passé au travers ces trois processus-là et qui est rendu dans le tube collecteur, on peut vraiment appeler ça, à ce moment-là, de l'urine. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va retrouver principalement de l'eau. C'est au minimum 500 ml d'eau qui est excrétée par jour sous forme d'urine. Ensuite, il va y avoir différentes choses. Il va y avoir des ions. Entre autres, il va y avoir des déchets aussi. D'ailleurs, on pourrait faire une petite parenthèse sur les déchets. Les trois déchets là, bien importants qu'on va retrouver là-dedans. Il va y avoir l'urée. L'urée, en fait, qui provient de ce qu'on appelle la désamination des acides aminés. Qui fait qu'un acide aminé, on se rappelle, il y a un groupement amine. Le groupement amine, c'est ça ici. Puis lorsque le foie va modifier les acides aminés, il va les désaminer. Fait qu'il va enlever ce groupement-là. Puis rapidement, ce groupement-là, amine, va se transformer en ammoniac. Ammoniac qui est toxique pour le corps. Fait qu'on va rapidement le transformer en urée. Fait que pour faire une histoire courte, l'urée, c'est un déchet métabolique qui provient du métabolisme des acides aminés. Deuxième déchet important qu'on va excréter dans l'urine, c'est l'acide urique. Ici, pour faire une histoire courte, c'est un déchet qui vient de la dégradation des nucléotides. Encore une fois, dans le foie. Notre dernier déchet, la créatinine. Qui est ici, là, pour faire une histoire courte, les muscles sont capables de faire de l'ATP très rapidement, par un processus qui est unique là, dans les muscles. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça prend de la créatinine phosphate plus de l'ADP. Puis là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, là, pour vous... créatinine, c'est ça? Non, créatine. Bon. Ok, la créatine phosphate. Ok, fait qu'il y a il y a un phosphate dans ça, puis ça va donner de l'énergie à ça ici, puis ça va se transformer en ATP. Puis ce qui va arriver, la créatine phosphate va se transformer en créatinine. Puis c'est ici, pour les étudiants et les étudiantes de soins, c'est important parce qu'on va pouvoir utiliser justement la créatinine pour calculer, pour vérifier l'état de la santé rénale d'un patient. En fait, on va pouvoir utiliser la créatinine pour calculer le débit de filtration glomérulaire qu'on a vu dans la capsule sur la filtration. On va utiliser la créatinine. On n'en parle pas pour rien. C'est un déchet qu'on peut utiliser pour calculer la forme rénale, la fonction rénale d'un patient.
Okay, ensuite, après ça, dans l'urine, on va retrouver certaines hormones. C'est pas tant ce qu'on va retrouver dans l'urine qui est important, c'est surtout ce qu'on ne retrouvera pas. Okay, fait qu'on ne retrouvera pas d'éléments figurés. Vous comprendrez là, que dans la filtration, la membrane de filtration est très petite. On se rappelle qu'il y avait 3 couches. Okay, l'endothélium, la membrane basale, puis les podocytes. C'est les grosses cellules avec des pattes. Okay, fait qu'il y avait 3 couches. Fait que c'est trop petit là, pour laisser passer des éléments figurés. En fait, c'est trop petit aussi pour laisser passer des protéines. Il y a des petites protéines qui peuvent être filtrées, mais ils vont être réabsorbés. Il peut y avoir des petits acides aminés qui vont se retrouver, là, mais pour ce qui est des protéines, c'est pas une très bonne nouvelle si on retrouve des protéines dans l'urine d'un patient. Normalement, il n'y en a pas. Tant qu'à être dans l'urine, on pourrait parler de certains facteurs qui vont influencer le volume de l'urine. Donc, il y a des facteurs qui vont pouvoir faire augmenter le volume de l'urine, ou en fait, qui peuvent le faire augmenter, il y a la pression artérielle. Puis une grande pression artérielle, ça va augmenter la pression hydrostatique glomérulaire, puis ça va altérer à la hausse, ça va faire augmenter en fait le volume de filtrat, puis ça va augmenter aussi le volume d'urine. Au contraire, là, si la pression artérielle diminue, ça va influencer à la baisse la filtration. Ensuite, il va y avoir la concentration sanguine. Fait que si on a une... on va marquer ici, là, concentration sanguine. Fait que si l'osmolarité est élevée, là, ça va déclencher la sécrétion de différentes hormones, dont l'ADH. Puis on sait que l'ADH va faire diminuer la diurèse. Fait qu'on veut garder l'eau à l'intérieur du corps. Ça va diminuer la production d'urine. Ensuite, la température. Okay, fait que si la température est élevée, fait que si on a une grande température, on sue plus. Fait que dans ce temps-là, ça va diminuer la diurèse. On perd déjà de l'eau par la transpiration, fait qu'on on n'ira pas aux toilettes autant. Puis finalement, l'utilisation des diurétiques, c'est des substances qui augmentent la formation d'urine. La caféine, l'alcool, ce sont des produits qui sont des diurétiques, mais aussi plein d'autres médicaments là, que vous allez pouvoir que vous discuterez dans vos cours de pharmaco, qui vont utiliser qui vont aller inhiber différentes hormones ou qui vont aller agir sur différents éléments des néphrons. OK. Maintenant qu'on a de l'urine, on doit l'apporter, cette urine-là, à la vessie. Donc ici, je dessine les uretères qui partent des reins. Il y en a un rein qui est un petit peu plus petit que l'autre et qui va donner dans la vessie. La vessie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un tissu qui lui est unique. En fait, c'est en fait, au niveau musculaire, elle a 3 couches. Fait qu'elle a, en fait, c'est un muscle, littéralement, la vessie. Fait qu'elle a 3 couches de fibres musculaires. Puis en fait, le muscle qui
qui fait la contraction de la vessie, on l'appelle le muscle détrusor. 3 couches de muscles. Puis en fait, ce qu'il y a encore plus intéressant que ça, c'est que la muqueuse de la vessie, fait que c'est la couche la plus interne, elle est unique dans le corps. Puis ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a plusieurs... Mettons, quand elle est vide, il y a plusieurs couches. Lorsque c'est vide, il y a plusieurs couches. Puis lorsque elle commence à se remplir d'urine, ça s'étire, puis elle devient quasiment monocouche. Okay, fait qu'on appelle ça en fait un épithélium urinaire. C'est particulier là, vraiment à la vessie. Maintenant, au niveau nerveux, il y a en fait le système nerveux autonome, si on se rappelle, qui contient le parasympathique puis le sympathique, va contrôler les différents muscles qu'on retrouve dans la vessie. Okay, fait que ça inclut aussi le sphincter interne et le sphincter externe. Le système nerveux sympathique, ce qu'il veut, c'est qu'en situation de danger, vous n'ayez pas à vous soucier là, de l'urine qui sorte puis qui vous souille, disons. Fait que le système nerveux sympathique, qui on pourrait dire est associé plus au stress, va s'assurer, en fait, il va agir sur le muscle détrusor, fait que le muscle de la vessie, il va l'empêcher de se contracter. Fait qu'il va inhiber la contraction. Il ne veut pas que le muscle de la vessie se contracte puis qu'il force l'éjection de l'urine. Il ne veut pas favoriser la miction. Fait qu'il va inhiber la contraction du muscle détrusor. À l'inverse, il ne veut pas que vous vous souillez. Fait qu'il va favoriser la contraction du sphincter interne. Ça, c'est le système nerveux autonome sympathique. Le parasympathique, lui, puis tiens, changeons de couleur, ben c'est l'inverse. Okay, fait que lorsque il y a un certain volume d'urine qui est dans la vessie, c'est entre à partir là, de 300 à peu près millilitres, c'est le parasympathique qui va être activé. Fait qu'on va inhiber là, la stimulation sympathique. C'est le parasympathique qui va agir. Puis lui, il va faire le contraire. Fait qu'il va faire la contraction du muscle détrusor. Puis il va permettre le relâchement du sphincter interne. Puis c'est à ce moment-là que là, en fait, les bébés, lorsque ça va se faire, fait qu'il va y avoir un certain volume, le sphincter interne va se relâcher et ils vont uriner. Nous, ben, on a la chance de contrôler notre sphincter externe parce que c'est du muscle squelettique qu'on contrôle. Fait qu'en fait, notre envie d'uriner va venir lorsque notre sphincter interne va relâcher, mais on a le contrôle sur notre sphincter externe ici. Fait que tant qu'on ne lui enverra pas des commandes motrices, donc du système nerveux qu'on appelle somatique, il va rester contracté. Okay? Fait que la contraction du sphincter urétral externe est stimulée par le système nerveux somatique.